Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour ce dernier webinaire de la saison qui concerne les innovations pédagogiques des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire français. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la mise en place d'un contrat d'apprenance comme démarche d'enseignement-apprentissage. Et pour ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Muniglia, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine à l'ENSAIA de Nancy, et Lou Dumas, qui est ingénieur pédagogique et qui travaille sur ce beau projet qui est le projet IL pour Hybrid Innovative Learning Lab, mais je pense qu'ils vont vous en reparler dans la présentation. Alors, pendant que vous arrivez, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'intervenir avec les intervenants et moi-même. D'une part, le bouton discussion qui vous permet de nous mettre des informations ou éventuellement de me faire part d'un éventuel souci technique, ce qui peut arriver pour le son, par exemple. Et puis, l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton QR pour questions et réponses. Et ce bouton vous permet de poser toutes les questions aux intervenants et ils y répondront à la fin de leur intervention. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire ce webinaire et je vais laisser la parole aux intervenants, donc en mettant le partage d'écran. Et donc, je vous laisse la parole, Lionel. Lionel, c'est toi qui introduis. Ouais, Voilà. merci Philippe. Bonjour à tous. Donc l'écran va apparaître. Donc Voilà. merci à Philippe et à Grinium de nous laisser cette possibilité de présenter une partie du travail qui est réalisé dans le programme IL. Comme Philippe l'a dit, IL étant l'acronyme de Hybrid Innovative Learning Lab, donc un projet que nous avons déposé dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir en 2017. J'y reviendrai. Donc là, aujourd'hui, on veut focaliser sur un des aspects de ce programme qui est le contrat d'apprenance. Le contrat d'apprenance, qui est un contrat, comme le nom l'indique, qu'on va passer quelque part entre les enseignants et les apprenants, de façon à les mobiliser sur leur apprentissage. Et c'est une démarche qu'on a débutée dans le cadre d'un précédent programme qui était le programme IDEFI Ecotrophelia, où on avait mis un petit peu les bases de ce dispositif et on va évidemment le renforcer et le développer dans le cadre du programme IL. Donc on va vous le présenter aujourd'hui. Donc le programme IL, c'est un programme issu des programmes d'investissement d'avenir et dans l'appel à projet Nouveau cursus à l'université. Le programme a débuté en 2018 et a une durée de 10 ans, donc c'est des programmes c'est des programmes importants, puisque en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc d'un côté, ça nous laisse la possibilité de développer des outils et de les affiner, de les mettre en place et de les disséminer au niveau du réseau des partenaires académiques et professionnels, mais pas uniquement. Et d'un autre côté, il faut qu'on soit vigilant et qu'on s'adapte à l'évolution des apprenants qui évoluent vite. Et la crise Covid, avec le passage en tout numérique, a évidemment renforcé ces choses-là, puisque nous avons une partie numérique dans IL, j'y reviendrai. Donc très rapidement, le programme IL a été très bien évalué par le jury, donc on en était content. C'est un budget total de 12 millions d'euros avec à peu près un peu plus de la moitié qui est financé par l'ANR. On a un réseau dont on vous parlera ensuite très conséquent d'universités, de formation académique et ingénieur au niveau français et aussi un réseau professionnel, ce qui nous semblait très important pour être en phase, pour que les méthodes et les objectifs soient complètement en phase avec les attentes des professionnels qui vont embaucher nos futurs diplômés. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 150 acteurs de tout niveau qui interviennent sur ce projet. Et donc ça fait une grosse richesse au niveau des intervenants et une nécessité d'organiser tout ça. Donc voilà les partenaires, 13 établissements d'enseignement supérieur que vous pouvez voir sur la carte de France à gauche. Vous voyez que
que tous les principaux acteurs de l'enseignement agroalimentaire de France sont présents, y compris à la réunion avec les Irois. Et on a de nouveaux partenaires là, qui devraient intégrer le réseau prochainement, hein, qui en ont fait la demande. Et puis au niveau des partenaires professionnels, bah, vous voyez qu'il y a plusieurs interprofessions, des organismes de formation continue, des campus des métiers, donc 2 campus des métiers et qualifications, donc un en région Grand Est et un en région PACA, et puis le réseau Agrinium qui nous invite aujourd'hui. Le projet est aujourd'hui coordonné par AgroParisTech. Alors le projet HIL, hein, comme vous l'avez vu au niveau de son nom, hein, Hybrid Innovative Learning Lab, c'est un laboratoire hybride, c'est ce qu'on a voulu construire. Et ce laboratoire hybride est composé de 3 laboratoires qui sont tout à fait complémentaires et qui nous permettent de faire l'écosystème pour la formation de nos étudiants. Donc tout d'abord, c'est ce qu'on a appelé un Learning Lab. Donc le Learning Lab, il est composé de 2 entités en fait. D'une part, le, 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 le laboratoire qui permet aux enseignants partenaires du projet de se retrouver, d'échanger sur leurs pratiques pédagogiques, de la comparer et de retirer le meilleur de toutes celles-là. Et puis l'autre aspect du Learning Lab, c'est les tests, hein, au niveau de nos élèves, c'est-à-dire la transmission, l'utilisation, le déploiement de ces méthodes auprès de nos élèves. Alors, ce n'est pas que sous forme de test, hein, parce qu'évidemment, les élèves sont en formation et on se doit de leur assurer le meilleur, hein, puisqu'ils ne reviendront qu'une fois normalement. Mais on met en place progressivement les différentes réflexions qui sont menées dans le cadre du projet HIL. Donc ça, c'est le Learning Lab. Nous avons aussi un Fab Lab, donc laboratoire de conception expérimentale. En fait, c'est un réseau de Fab Lab. Tous les laboratoires de conception, les cuisines expérimentales, les halles de production sont mises en réseau au niveau des partenaires du projet et au niveau national, et ça constitue ce laboratoire de fabrication. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi là comparer les pratiques et puis éventuellement se dépanner sur certains dispositifs, certaines opérations unitaires qui ne seraient pas disponibles dans tous les établissements. Ça permet aussi du coup, de collaborer là en physique, hein. On est sur quelque chose de très, très pratique et sur de la conception physique entre tous les établissements du réseau. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant et que le projet HIL permet de structurer. Et puis le dernier laboratoire, c'est le Virtual Lab. Donc c'est tout ce qui va être sous format numérique. Donc ça va être d'une part la plateforme, l'interface par laquelle vont passer tous les apprenants et tous les enseignants du programme HIL. Cette plateforme, elle est en cours de construction, donc on ne peut pas vous la montrer aujourd'hui, hein. Les premières versions vont apparaître bientôt. Et l'intérêt, là, c'est de regrouper les supports de cours qui sont numériques, les vidéos, les simulateurs, et aussi des tableaux de bord qui permettent aux enseignants de suivre l'apprentissage de leurs élèves, voir si tout se passe comme prévu ou s'il y a des points de vigilance à observer sur tel ou tel aspect de la formation d'un des apprenants. On souhaite aussi faire du pilotage de groupe, hein, puisque le programme HIL est beaucoup fondé sur l'apprentissage par projet. Et donc, une des originalités va être aussi de proposer un tableau de bord et un suivi des groupes d'apprenants. Voilà, et les apprenants pourront aussi suivre leur progression en fonction de leur objectif professionnel grâce à leur tableau de bord personnalisé. Alors l'ambition, elle est vraiment de renouveler les pratiques pédagogiques, hein, de s'adapter à nos apprenants, hein, qui évoluent rapidement, et que tout ça soit évidemment en phase, et de permettre un écosystème, hein, qui permet à tous les acteurs de la filière de collaborer. Donc pourquoi les apprenants sont nouveaux, hein? On fait face effectivement à des digitales natives aujourd'hui, hein, qui en 10 ans, hein, les apprenants ont beaucoup changé. On a aujourd'hui des apprenants qui sont à la pointe de la technologie,
qui sont tout le temps connectés et puis qui ont l'impression que les savoirs sont accessibles en quelques clics. Donc, le lien au savoir a évolué. Et pour les formateurs, on est sur des nouvelles façons d'enseigner. On a deux nouveaux rôles. Si tu peux avancer, Lou. On a un rôle de décodeur pour le formateur, donc pour rechercher, filtrer l'information, décoder l'information et puis accompagner les élèves, les apprenants sur le traitement de cette information qui est très abondante, mais qu'il faut traiter et analyser. Et puis un rôle d'animateur, c'est-à-dire que le positionnement du formateur va évoluer. Le formateur ne disparaît pas avec tous les dispositifs numériques. Par contre, le rôle du formateur évolue et donc un des objectifs aussi du programme HEAL, c'est d'accompagner le formateur. Voilà, donc pour résumer, on va concevoir des outils qui sont modulables, hybrides, mobilisables à distance, pour l'apprentissage par projet, comme je le disais tout à l'heure, qui reste la modalité principale qui nous anime tous sur les projets d'innovation agroalimentaire principalement. Donc, ces outils et cette plateforme doivent être adaptables aux attentes des apprenants, doivent favoriser des apprentissages personnalisés et intégrés, doivent être adaptés aussi à la diversité des acquis. Les apprenants n'ont pas tous le même parcours et à la diversité aussi des apprenants et de leurs projets professionnels. Donc, l'objectif aussi est de s'aligner avec les projets professionnels qui seront personnalisés, puisque chaque apprenant va avoir un projet professionnel qui va être unique. Et donc, ce qui nous permet d'aligner ça, c'est de proposer un contrat d'apprenance intelligent dans le cadre de HEAL et qui soit individualisé pour chaque élève. Alors, comment ça se passe Comment aligner l'acquisition de ces aptitudes avec le projet professionnel des apprenants? C'est ce que Lou va vous expliquer tout de suite et on va juste vous mettre en intermède une petite vidéo qu'on utilise auprès des élèves qui présente le contrat d'apprenance et qui a pour objectif aussi de les mobiliser sur l'opération, ce qui n'est pas forcément toujours facile quand ils ne savent pas trop où ils vont. Voilà. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Lou qui va vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Pardon. Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme le disait Lionel, je vais vous expliquer un peu plus en détail maintenant comment on utilise le contrat d'apprenance. Donc, en fait, on est parti d'un constat qu'il y avait une réflexion récurrente parmi les étudiants au cours d'un apprentissage par projet qui disait le projet, c'était super, mais finalement, on n'a rien appris, on n'a pas appris grand-chose ou on ne sait pas trop ce qu'on a appris. Donc, en fait, cette réflexion, elle vient du fait que les étudiants, ils ont l'habitude d'être évalués à la fin d'un module, avoir un partiel avec des notes. Et à la fin d'un projet, il n'y a pas forcément ce partiel-là, il n'y a pas forcément de cours à apprendre par cœur. Et donc, ils ont cette impression-là de ne rien avoir appris. Et pourtant, comme on le sait tous, il y a énormément d'apprentissage dans les projets, aussi bien des apprentissages techniques, des apprentissages de gestion de projet et des apprentissages aussi au niveau management d'équipe.
Et donc, le contrat d'apprenance, il va servir aux étudiants pour prendre connaissance de tout ça. Le public cible, c'est des étudiants de 20 ans minimum, donc niveau plutôt M2, M3, en cursus ingénieur ou pas, hein, ça peut être à la fac. Et donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, les objectifs du point de vue de l'étudiant, d'utiliser le contrat d'apprenance, c'est vraiment de le faire participer au processus de formation. C'est-à-dire non pas être juste passif et assister aux cours parce qu'ils sont là sur son emploi du temps, mais vraiment de comprendre pourquoi il assiste à ces cours et ce que ça va lui apporter. Et éventuellement aussi lui donner le choix parmi des offres de formation disponibles. Ils vont aussi, grâce au contrat d'apprenance, devenir plus autonomes et plus responsables dans leur propre apprentissage. Et ça va leur permettre d'évaluer leurs apprentissages a priori. C'est-à-dire qu'on a l'habitude plutôt de regarder où on est arrivé après toute une série de cours. Donc là, ça va être aussi le cas, mais on va aussi regarder le point de départ. Et c'est ça qui va faire prendre conscience aux étudiants de tout le chemin parcouru, parce qu'il faut savoir d'où on part pour savoir quel trajet on a parcouru. Donc, les lignes directrices du contrat, c'est motiver et personnaliser les apprentissages dans un projet collectif. Donc, ça va vraiment, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, insister sur la motivation des étudiants. Ça va être un outil d'accompagnement des apprentissages, dans le sens où cet outil va être utilisé tout au long des apprentissages, pas seulement au début et à la fin, mais vraiment, ça va être un fil directeur. Et il va permettre une orientation personnalisée des apprentissages. Donc, le contrat d'apprenance va amener l'étudiant à se poser les questions suivantes. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà appris? Où est-ce que j'en suis à l'instant T0? Comment est-ce que je vais savoir que j'ai atteint mes objectifs? C'est-à-dire que j'ai des objectifs, ok, mais comment je sais que c'est bon, que j'y suis et que je les ai atteints et que je peux passer à autre chose? Comment atteindre mon projet professionnel? Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Donc, quel est le chemin qui me reste à parcourir? Et aussi, quel est mon projet professionnel? Parce que ce n'est pas toujours clair pour tous les étudiants. Et donc, les fichiers qui vont arriver en support vont être des fichiers Word et Excel qui vont décrire les différentes étapes du contrat d'apprenance et décrire le contrat d'apprenance en tableau. Donc, pour l'instant, c'est encore des fichiers Excel. Et à travers le projet IL dont Lionel vous a parlé, ça va devenir quelque chose de moins rébarbatif et de plus intuitif et de plus user-friendly. Donc, au début, au milieu et à la fin du projet, on va demander aux étudiants d'évaluer leur niveau de maîtrise de tous les items qu'ils vont devoir parcourir à travers le projet. Et le contrat va nécessiter plusieurs évaluations individuelles de niveau de maîtrise des aptitudes. Donc, il va y avoir 3 modalités d'évaluation: auto-évaluation, évaluation par un pair ou plusieurs pairs, et par le tuteur. Donc, tout ça, c'est optionnel. La seule évaluation qu'il faut vraiment faire, c'est l'auto-évaluation. Après, c'est à l'étudiant de juger s'il veut plutôt se faire évaluer par un pair, par plusieurs pairs, par le tuteur ou par l'ensemble de ces personnes. Ce qu'il faut vraiment qu'il fasse, c'est l'auto-évaluation. Et donc, rien de plus parlant qu'une petite démonstration pour que vous voyez concrètement de quoi on parle. Donc, je vais vous partager le fichier Excel en question tout de suite et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc normalement, maintenant, vous voyez mon fichier Excel. Donc, on va commencer par l'onglet d'accueil, qui est un petit onglet où l'étudiant va pouvoir simplement renseigner son nom, son prénom, son établissement et les dates clés du projet, donc le nom et puis la durée, ainsi que les dates de début, mi-projet et fin de projet pour qu'il puisse penser à regarder dans son contrat d'apprenance à ces dates-là. Et il va aussi noter les noms du 2e notateur et du 3e notateur pour s'en souvenir et puis faire en sorte que, si possible, ce soit toujours la même personne qui participe à cette notation. Et donc là, on arrive donc sur l'onglet auto-évaluation qui est le cœur du contrat d'apprenance. Donc pour commencer, on va demander à l'étudiant de regarder cette petite case-là qui indique comme futur métier, pourquoi pas. Et là, il y a une liste déroulante de choix qui indique, alors nous on travaille dans l'agroalimentaire, hein, donc les métiers que ciblent nos étudiants, c'est R&D, marketing, production, logistique, responsable achat ou qualité, hygiène, sécurité, environnement. Voilà, donc il va déjà choisir parmi ces métiers-là. Donc là, c'est sur R&D par défaut, mais il peut choisir marketing. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, la cible métier qui était propre à un ingénieur R&D a changé quand j'ai cliqué sur ingénieur marketing et les notes, donc qui sont les notes cibles, ont changé.
donc marketing. Donc, si je remets pour que vous regardiez R&D, voilà, vous voyez les notes qui changent. Donc déjà, ça va indiquer à l'étudiant quelles sont les cibles à atteindre pour le métier qu'il espère faire. Donc ça, c'est déjà une première information qu'il aime bien avoir. C'est-à-dire qu'il va voir que pour être ingénieur R&D, en business model, par exemple, il faut qu'il connaisse un petit peu, mais il n'a pas besoin d'être très fort. C'est des notes sur 10 à chaque fois. Par contre, bien sûr, il va avoir besoin d'être beaucoup plus fort en développement produit et procédés, analyse sensorielle, etc. Parce que c'est ce qu'on lui demande de faire dans son métier plus tard. Et donc, une fois qu'il a choisi son futur métier, il va pouvoir prendre connaissance du contrat d'apprenance dans sa globalité. Et donc, il va regarder la liste des compétences. Donc là, on a listé des compétences techniques, des compétences de gestion et des compétences de management, qui sont à chaque fois déclinées en sous-compétences, qui sont soigneusement décrites quand l'étudiant va cliquer dessus. Donc, si par exemple, vous avez vu tout à l'heure, je clique sur Business Model, ça va plus loin que juste Business Model. Ça explique qu'est-ce que c'est que cette compétence business model qui est un peu vague. Donc, le business model, c'est être capable de définir ce qu'est un business model, imaginer ce business model pour une entreprise, c'est-à-dire ses liens avec les clients, ses fournisseurs, ses ressources, et donc, en bref, sa stratégie pour générer un profit. Voilà. Et ça va être le cas à chaque fois qu'il va cliquer sur chaque compétence. Donc, une fois qu'il a sélectionné son métier et pris connaissance de l'ensemble des compétences, donc à la fois compétences techniques, compétences de gestion et compétences de management, comme je vous le disais tout à l'heure, il va faire une évaluation initiale. Donc, on va lui demander de se mettre une note, de s'auto-évaluer. Donc, autant T0, voilà, en business model, est-ce que je m'y connais un peu beaucoup ou pas du tout? Et donc, il va y avoir un petit guide à la notation pour ça. Donc, s'il se met 1, c'est qu'il n'a jamais entendu parler de ça. S'il se met 2, c'est qu'il a déjà entendu parler de ça, mais il n'a jamais abordé le sujet et il ne peut rien commencer sans un cours, etc. Et comme ça, jusqu'à la note de 10, qui est, s'il se met 10 sur 10, c'est qu'il se sent apte à gérer ce sujet en autonomie complète. Il l'a d'ailleurs déjà fait et le sujet ne vous pose à ce jour plus de problèmes spécifiques. Donc ça, c'est la note de 10 sur 10. Sachant que 10 sur 10, on insiste bien sur le fait que c'est un bon niveau d'un étudiant en fin de cursus. Ce n'est absolument pas le niveau de quelqu'un qui a 10 ans de métier et 10 ans de boîte derrière lui. C'est vraiment un niveau qui est atteignable par un étudiant, un bon niveau qui a fait un stage sur le sujet ou autre. Voilà. Donc, on va demander à l'étudiant de remplir toutes ces cases, une par une. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu chronophage, mais que l'étudiant va apprécier de faire parce que ça va lui permettre de prendre du recul face à sa situation et de comprendre un petit peu où il en est, de faire un bilan de tout ce qu'il comprend, de tout ce qu'il connaît. Donc, il va faire ça pour chacune des compétences de gestion. Et il va refaire ça au moment de l'évaluation intermédiaire, de l'évaluation. Donc, il va remplir les autres colonnes. Et sur les autres onglets, donc évaluation 2, il y aura l'évaluation par le père, s'il veut, ou évaluation par le tuteur. Et évaluation 3, pareil, évaluation par le père ou évaluation par le tuteur. À chaque fois, initiale, intermédiaire et finale. Et donc, à la fin, il y a un onglet où les notes vont être reportées avec la moyenne propre à chaque note, ainsi que la représentation graphique. Alors, la représentation graphique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va permettre au tuteur qui va avoir connaissance de ce contrat d'apprenance de regarder rapidement et de prendre connaissance des progrès de l'étudiant. C'est-à-dire que je vais faire un exemple, si ici je mets la note de 2, ici la note de 3 et ici la note de 6, voilà, et qu'on va dans représentation graphique, on voit ici que qu'un petit histogramme apparaît, avec en bleu foncé la note au temps T0, en bleu plus clair la note au temps intermédiaire et ensuite la note au temps final qui est de 6, avec le petit point qui représente l'objectif, et l'objectif qui est donc atteint et même dépassé, puisqu'ici l'objectif était de 4 en business model et que l'étudiant a atteint la note de 6. Voilà. Donc, si vous avez déjà compris tous ces moyens d'utiliser le contrat d'apprenance, c'est déjà une très bonne chose. C'est vraiment le cœur du sujet. Et après, si vous avez des questions, on pourra peut-être y revenir dans la partie échange qui est juste après. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le contrat d'apprenance permet à l'étudiant de personnaliser ses apprentissages en sélectionnant le métier qu'il veut faire plus tard, qui va lui permettre aussi de regarder, de prendre connaissance des attendus sur le métier qu'il a sélectionné
de prendre connaissance de la liste de tout ce qu'il va devoir approfondir ou connaître pour le métier sélectionné également, et puis de visualiser sa progression entre le temps initial et le temps final. Voilà, donc je vais arrêter le partage et je vais remettre, excusez-moi, je vais remettre la présentation de tout à l'heure et je vais laisser Lionel, alors je vais juste retrouver la diapo, je vais laisser Lionel compléter. Voilà, merci. Merci Lou. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous l'avez vu à travers des explications de Lou et de la vidéo, hein, ça permet à l'apprenant de vraiment suivre sa progression, de prendre conscience de ses apprentissages et puis éventuellement d'identifier des faiblesses sur certaines compétences et donc de les corriger, hein, puisque le suivi du contrat d'apprenant, ça me permet d'avoir cette information relativement rapidement. Alors, plusieurs déclinaisons possibles du contrat que nous allons développer dans le cadre du programme HEAL. Je voulais un peu dire en introduction, mais nous allons travailler sur le contrat d'apprenance pour un groupe et non pour un individu, puisque comme on travaille beaucoup en apprentissage par projet et que les projets sont réalisés en groupe, la difficulté, elle est vraiment d'avoir une vision du groupe et de pouvoir avoir des évaluations individualisées de personnes qui travaillent en groupe et d'identifier de distinguer aussi les apprenants qui sont moteurs dans le groupe et ceux qui sont éventuellement plus à la traîne. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile sans outils. On va utiliser alors après, chaque établissement est libre d'utiliser le contrat d'apprenance comme il le souhaite, mais un des objectifs serait d'utiliser au sein de la formation et non forcément au sein uniquement du projet. En fait, l'avantage, hein, vous l'avez vu au travers de la démonstration, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à ce qu'on souhaite. Là, on vous a proposé 3 évaluations, donc au début, au milieu du projet et à la fin, mais on peut tout à fait, à l'échelle d'une formation, le faire un nombre de fois plus important. Ce qui est réalisé aussi, ce sont en parallèle des entretiens individuels qui sont réalisés entre les apprenants, entre chaque apprenant et un ou plusieurs tuteurs pédagogiques qui aura en charge l'élève. Donc là, c'est très intéressant dans la mesure où c'est des entretiens qui permettent de détecter pas mal de choses, qui se font sur la base du contrat d'apprenance qui a été rempli, quel que soit le moment, et qui permettent par la discussion, en général c'est à peu près 1 heure, d'en savoir un peu plus, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, et puis de travailler à l'amélioration de ce qui ne fonctionne pas. Voilà, alors quelles sont les pistes d'amélioration et les points sur lesquels on va travailler, hein. Donc on a constaté à l'usage une certaine difficulté des étudiants à se noter eux-mêmes. Ce n'est pas évident de se mettre une note et se mettre une note sur des compétences qui sont parfois très très variées et certaines dont l'apprenant n'a pas forcément conscience. Donc effectivement, c'est compliqué, notamment la première fois, mais l'avantage, le corollaire, c'est que les apprenants, hein, développent une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de leurs aptitudes, et ça, c'est indispensable et c'est fondamental, hein, pour arriver après à se vendre, à réaliser un entretien d'embauche ou même à concevoir un CV. Une autre difficulté qui est notée, puisqu'on demande une évaluation par les pairs, hein, c'est la difficulté des apprenants à se noter entre eux. C'est pas évident de noter un copain. En général, ils vont aller chercher un copain, hein, plutôt. Donc c'est pas évident de noter un copain et surtout parfois de l'évaluer pas trop bien, hein. Il faut essayer d'être objectif pour que ça soit fonctionnel. Alors ça, ils le comprennent et puis ça finit par bien fonctionner. Et ce qu'on leur met aussi en avant face à cette difficulté, c'est que la plupart de nos apprenants auront des postes de cadre ensuite dans leur vie active. Et ça permet aussi de les entraîner à une des tâches d'un manager, qui est l'évaluation des personnes qui sont sous sa responsabilité. C'est donc quelque chose qui n'est pas évident, mais qu'ils doivent aussi apprendre. Et puis pour les enseignants, c'est compliqué aussi de noter les étudiants. Alors, c'est pas que c'est compliqué de noter les étudiants, puisque c'est ce que les enseignants font tout le temps.
C'est simplement parfois compliqué d'évaluer certaines aptitudes en fonction des relations qu'on a avec les étudiants, et tout ce qui est compétences qu'on appelle type soft skills, les capacités de management, d'animer un groupe, d'animer une réunion, c'est pas forcément évident à évaluer si vous n'avez pas eu l'occasion de les suivre sur ces aspects-là. Et du coup, ça conduit à avoir un suivi différent et adapté des étudiants et une meilleure connaissance des étudiants. Alors, le principal inconvénient dans les retours d'expérience qu'on a, c'est que c'est chronophage, parce que vous devez, il y a effectivement les tableaux à remplir. Et puis, vous avez les entretiens individuels selon la taille de la promotion qui peuvent prendre pas mal de temps. Mais l'avantage, c'est que ça permet effectivement de se poser les bonnes questions et d'identifier surtout les problèmes quand il y en a, et donc d'y apporter une réponse le plus rapidement possible. Voilà, et globalement, ça permet une prise de conscience des apprentissages formels et informels. Alors rapidement, deux témoignages avant de terminer. Donc un premier témoignage d'une ancienne élève, là, Anaïs, qui était il y a 2 ans à l'ENSAIA, et qui vous dit qu'elle a beaucoup apprécié dans le contrat d'apprenance la façon dont ses camarades la voient, et surtout elle a pris conscience qu'elle en savait davantage que ses camarades dans certains domaines où elle s'évaluait, elle, relativement faiblement. Donc ça permet effectivement de se valoriser, de prendre de l'assurance et d'améliorer sa confiance en soi. L'autre témoignage qu'on a décidé de partager avec vous aujourd'hui, c'est celui d'un enseignant-chercheur d'un IUT de l'Université de Lorraine. Et là, la particularité, c'était que c'est un enseignant qui est très ouvert aux innovations pédagogiques et aux nouvelles méthodes pour suivre les étudiants. Donc, il a entendu parler du contrat d'apprenance lors d'un séminaire et il a souhaité le mettre en place. Et ce qui a été très intéressant, c'est que d'une part, au niveau thématique, on est sur du génie civil, donc pas du tout sur l'agroalimentaire, donc un côté adaptatif très fort du contrat d'apprenance, qui peut tout à fait être transposé à d'autres thématiques. Alors évidemment, tout ce qui est connaissances plus disciplinaires, ça doit être adapté. Mais globalement, on peut transposer ce contrat d'apprenance sur des formations de niveau et de thématiques très différentes des nôtres. Il a trouvé que c'était aussi très intéressant pour le suivi de la formation globale et le suivi des élèves. Après, évidemment, le côté chronophage a aussi été souligné, mais était finalement un petit peu en deuxième plan par rapport aux apports très positifs que Jean-Luc avait constatés. Voilà, donc pour conclure, au niveau des perspectives d'évolution, le contrat d'apprenance tel qu'il est aujourd'hui, tel que Lou vous l'a présenté, l'objectif, c'est de le rendre intelligent dans le cadre du programme HEAL, et donc de l'automatiser, d'avoir des interfaces beaucoup plus conviviales à travers la plateforme HEAL qui est en cours de construction, qui ait une meilleure ergonomie, que ça soit plus sympathique à remplir qu'un tableau Excel, et éventuellement qu'on ait des retours automatiques de la plateforme et du logiciel quand on le remplit, ce qui permet une interactivité aussi qui est intéressante. Et un des gros points qu'on veut mettre en avant aussi avec ce dispositif intelligent, c'est le côté itératif, c'est-à-dire que sur la base du bilan personnel de l'apprenant et de ses objectifs professionnels, on propose un contrat d'apprenance. Ce contrat d'apprenance propose du coup des apprentissages à réaliser diverses dans le cadre du programme HEAL, donc ils sont en présentiel ou à distance, ou toutes les modalités qu'on va proposer. Et en fonction des résultats et des évaluations intermédiaires, on fait une itération. On refait des bilans au niveau de l'apprenant, on regarde dans quelle mesure c'est en phase avec son objectif professionnel. Si tout est en phase, on continue, on poursuit le dispositif tel qu'il a été prévu au départ. Si l'apprenant est en avance, apprend plus vite ou a envie de découvrir de nouvelles compétences, on peut adapter ce contrat d'apprenance et ajouter des enseignements. Et si par contre l'apprenant a été un petit peu trop ambitieux par rapport à sa capacité d'apprentissage et en tout cas sa progression, on peut revoir aussi le dispositif à la baisse, c'est-à-dire en adaptant
par rapport à un projet professionnel qui pourrait évoluer ou une dynamique d'apprentissage qui n'est pas exactement comme on l'imaginait au départ. Donc ça, c'est en cours de construction et on pourra vous le présenter je pense, dans quelques années, hein, puisque c'est un gros dispositif à construire qui avance bien, mais qui n'est pas encore aujourd'hui opérationnel sous cette forme-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on va répondre avec Lou à vos questions. Merci beaucoup Lionel et Lou. Peut-être tu peux départager l'écran pour qu'on vous voit mieux. Les questions, n'hésitez pas, les personnes participantes, à en poser. Moi, j'en ai plusieurs évidemment parce que c'était donc d'abord sur le concept de contrat d'apprenance. Bon, en fait, c'est très en phase avec à la fois les grandes réformes sur l'apprentissage par compétences, sur la pédagogie explicite, sur l'alignement pédagogique, etc. Comment la communauté comment la communauté a trouvé ce concept, a construit ce concept. Quelle est un peu l'origine de l'introduction de ce concept dans le projet sur la conception, l'éco-conception agroalimentaire? Ouais, en fait, c'est sur plusieurs années et une réflexion, on va dire, de longue haleine, hein, qui a commencé dans le cadre du programme IDEFI Ecotrophelia, hein, qui était un programme ANR dans le cadre du PIA 1, hein, qui est intervenu de 2012 à 2018. Il est venu un petit peu logiquement de ce besoin de pouvoir suivre les étudiants de façon plus précise, notamment dans le cadre du travail en groupe, de pouvoir individualiser un petit peu les évaluations. On sentait qu'il nous manquait quelque chose et le côté contrat nous a semblé intéressant. Alors, c'est un contrat, ça va, comme tu le dis, Philippe, dans le cadre des réformes. Le côté contrat, c'est responsabiliser l'apprenant sur sa formation et lui faire prendre conscience de son point de départ et de où il va arriver suite à la formation et de l'aligner effectivement avec son projet professionnel. Et pour faire tout ça, il nous fallait un outil et à mesure des discussions et des réflexions dans le cadre du projet, c'est ce contrat d'apprenance qui a déjà évolué, mais sous forme d'un tableau Excel auquel on est arrivé et il s'est déjà bien amélioré avec des consignes pour la notation, les différents métiers qui sont différenciés, etc. Et alors, pourquoi le nom contrat d'apprenance? C'est qu'au départ, on avait appelé ça contrat d'apprentissage. Et apprentissage, il y avait une ambiguïté avec les apprenants qui ont des parcours en apprentissage, ce qui peut être le cas pour nous, mais ce qui n'est pas forcément le cas des ingénieurs en formation initiale. Et donc, on a trouvé au travers de la littérature sur le sujet que contrat d'apprenance, c'était bien adapté. Très bien. Je pensais que ça venait de nos amis québécois qui ont toujours la capacité à inventer des concepts pour la pédagogie, mais non, ça vient pas du Québec alors. Si, ils l'utilisent aussi, hein, on a travaillé avec eux. On est allé à Montréal pour discuter avec des personnes qui travaillent là-dessus, qui travaillent aussi uniquement sur l'apprentissage par projet. Donc c'est pas isolé de nos collègues québécois, mais ça vient pas forcément d'eux non plus, quoi. Alors, vous avez mis en évidence l'intérêt la possibilité d'adaptation de ce contrat d'apprenance à différentes formations. Sur votre guide de notation, comment vous l'avez construit, ce guide de notation? Et est-ce que finalement, il est adapté à toute formation? Parce que quand on voit, on pourrait imaginer qu'il est adapté, mais est-ce que vous avez testé ou d'autres l'ont testé dans d'autres contexte, c'est qu'ils n'ont pas changé les formulations du guide de notation? Je vais peut-être laisser Lou compléter, mais après, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait besoin d'un guide. Sans guide, les élèves et les enseignants sont souvent un petit peu perdus, hein, c'est pas évident. Pourquoi 8? Pourquoi 9? Donc, on a ajouté le guide parce qu'on a constaté qu'il était très utile et que c'était une demande des usagers. Après, j'ai l'impression qu'il est assez universel, mais
Je ne sais pas, peut-être que Lou, tu peux compléter sur ces aspects puisque tu y as travaillé. Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que c'est assez universel et que c'est quelque chose de complet et les étudiants se retrouvent bien maintenant. Au début, c'était beaucoup moins complet que ça. On a fait beaucoup de questions-réponses avec les étudiants. Chaque fin d'année, on leur demandait de nous faire un feedback sur ce qu'ils en avaient pensé, ce qui manquait, ce qu'ils trouvaient bien. Et donc, voilà, grâce à tous ces feedbacks, on a pu arriver à ça et qui est quelque chose finalement d'assez universel, comme disait Lionel. Ok, et moi j'avais une autre question, c'est sur le constat que vous avez pu faire. Bon, vous as bien expliqué, Lionel, la difficulté hein, de pouvoir se noter en auto-évaluation par les pairs, par l'enseignant. Et est-ce que les premiers constats que vous avez faits montraient des différences importantes dans les notes qui étaient données de manière individuelle, de manière avec un père et par un enseignant. Est-ce que vous avez du coup analysé un peu ces différences, si elles existaient ou pas? Oui, bah, cette fois-ci, je vais répondre, je laisserai Lionel compléter, mais oui, c'est vrai qu'il y a il y a quand même beaucoup de différences. On a remarqué que les étudiants avaient plutôt tendance à se sous-évaluer dans beaucoup d'items, et d'où le témoignage aussi de Anaïs que Lionel a cité à la fin. Certains souvent sont surpris de la manière dont les pairs les notent et ils disent tu me vois aussi fort que ça, je ne pensais pas, bah, c'est bien. Et puis du coup, après, ça engendre des discussions aussi en disant bah, pourquoi tu m'as mis telle note. Et ils échangent sur l'année dernière, en projet, regarde, tu as fait ça, ça et ça, c'était quand même vachement bien, moi, je n'étais pas capable de le faire, etc. Donc ça engendre un échange de ce point de vue-là entre pairs. Et sur la notation par les tuteurs, c'est pareil, souvent. Donc nous, on fait des petits entretiens individuels en milieu d'année. Donc, on a choisi de les faire en milieu d'année parce que c'est quelque chose de chronophage. Et on s'est dit en milieu d'année, ça permet d'avoir du recul par rapport au début de l'année. Donc, les étudiants ont des choses à dire et en même temps, s'il y a des choses à rectifier, ça nous laisse encore la moitié d'année pour le faire. Et donc, quand les tuteurs voient ces étudiants en milieu d'année, souvent, ils trouvent que les notes ne sont pas très élevées finalement. Ils disent ah bon, tu t'es mis que, je ne sais pas, 4 dans tel ou tel thème, mais regarde, tu as eu tel cours, tu as fait ça, je pense que tu pourrais te mettre un peu plus. Et effectivement, les étudiants, ça les aide aussi à prendre confiance en eux et à se dire bon, voilà, finalement, j'ai les capacités, j'ai le bagage pour aller plus loin, pour prendre confiance et pour me mettre une note un petit peu plus élevée. Ouais, juste peut-être pour compléter, c'est pas tant qu'on se mette 2 ou 3 qui est très important, c'est de voir aussi une progression. Il faut aussi relativiser l'importance de la note et ce qui est important et que les élèves voient en général, c'est leur progression. Donc même si on peut critiquer la note qui a été mise, que ce soit par l'apprenant ou par l'enseignant, ce qu'il faut vraiment qu'on observe, sinon on détecte justement un problème et puis on essaye d'analyser plus en détail ce qui se passe. Mais c'est que l'apprenant sente une progression sur telle et telle compétence de son travail, et de même pour l'enseignant, et non pas une régression. On a déjà vu des notes qui baissaient, et l'outil, c'est intéressant parce que l'outil permet de le voir directement et du coup d'aller discuter avec l'apprenant. Pourquoi tu baisses quoi? C'est bizarre, tu pensais que tu étais à 4, pourquoi tu passes à 2? Alors il y a des explications, hein, c'est qu'ils pensent qu'ils se sont trop évalués au départ, etc. Mais du coup, c'est plus les notes relatives qui sont intéressantes et cette progression ou régression parfois, même si c'est assez rare, et qui permet vraiment de comprendre et d'accompagner l'apprenant dans son apprentissage. Et justement, par rapport à cela, bon, là, vous êtes en évaluation formative, mais est-ce que dans certains établissements du réseau, il y a cette idée de l'intégrer dans une évaluation certificative, à savoir, est-ce que, par exemple, la progression, justement, vous pourriez intégrer la progression dans une partie de la note pour valider une unité d'enseignement ou pour valider le projet? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous voyez des idées à prendre ou pas?
Oui, oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Après, dès lors qu'il y a qu'il y a une valeur certificative, bah, il faut qu'on fasse attention et que tout ça soit évidemment borné. Mais c'est clairement des choses auxquelles on réfléchit et qui pourraient nous aider, notamment sur tout ce qui est soft skills. Souvent, on est bien en peine de les évaluer et les notes qu'on va retrouver dans les certificats diplômants bah, vont être surtout sur des connaissances disciplinaires qu'on arrive à évaluer plus facilement de façon traditionnelle, je dirais. Donc, effectivement, on réfléchit à la valeur certificative et par ailleurs, je pense que ça nous permettrait d'aller plus loin pour la caractérisation des compétences de nos élèves, ce qu'on ne fait pas forcément, en tout cas je parle pour moi, hein, ce qu'on ne fait pas forcément très bien aujourd'hui et sans outils dédiés. Ouais, juste pour compléter, du coup, c'est vrai qu'on y réfléchit. Après, il y a quand même un bémol, on va dire, à utiliser le contrat d'apprenance comme outil certifiant, c'est qu'on insiste bien sur le fait que cet outil, c'est pour les étudiants et qu'ils peuvent l'utiliser en toute confiance et toute transparence. Et il faut trouver un moyen, du coup, si on l'utilise de manière certificative, qui reste honnête, en fait, parce que si on leur dit que c'est certifiant, ils ne vont pas réagir de la même manière. Donc, ils vont mieux noter leurs camarades en se disant bah, si je ne note pas bien, ça va plomber sa moyenne. Enfin, voilà. Ils vont peut-être être moins honnêtes et du coup, c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse pour que les étudiants gardent cet outil vraiment pour eux et en toute transparence et toute honnêteté, qui restent, qui se mettent les notes qu'ils pensent vraiment mettre, qu'ils pensent vraiment avoir. Il y a une question de Christine qui effectivement va dans cette direction et elle dit à terme pourrait-on passer outre la note, c'est-à-dire bah, du coup supprimer la question de note et une validation par capacité, c'est-à-dire c'est capacités atteintes ou non atteintes, sans qu'il y ait des notes, ce qui existe déjà beaucoup dans la formation continue par exemple. Oui, oui, merci Christine pour cette remarque. Alors effectivement, la note, rajouter des notes à une époque où on a plutôt envie d'enlever les notes, ça peut effectivement paraître paradoxal et moi je ne suis pas un accro des notes. Simplement là, le chiffre qu'on va mettre, c'est un peu comme je le disais, permet surtout d'évaluer une progression. Donc on pourrait mettre des lettres, on pourrait mettre autre chose. Euh, il ne faut pas prendre la note comme une valeur qui est gravée dans le marbre ensuite et qui va suivre l'apprenant sur son parcours. La note, les chiffres restent un moyen d'évaluer une progression et de tracer des graphes comme Lou l'a montré pour observer justement cette progression et l'atteinte ou pas des objectifs que l'apprenant s'est fixé. Il faut plus le voir comme ça que comme une note qui va être reportée sur un bulletin de notes, parce que comme l'a dit Lou aussi, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Donc effectivement, on pourrait compléter le dispositif pour que ces notes et ce raisonnement en progression soient transformés in fine comme capacité atteinte ou non atteinte ou partiellement atteinte, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Mais Elle parle de profil aussi et dit on pourrait avoir des profils. oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, c'est des bonnes idées sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Mais effectivement, on ne l'a pas dit, la note, elle sert vraiment au suivi. Ce qui reste, il n'y a rien de mieux que les chiffres hein, pour voir une évolution. Oui, c'est une échelle. Mais voilà, mais pas forcément le conserver en tant que tel. Hein, je suis complètement d'accord. Mais il faut qu'on y réfléchisse. Hein, on est encore au début pour cette partie-là. Ouais, et puis juste ajouter que les notes, c'est aussi quelque chose auquel les étudiants sont finalement habitués. Donc, même s'ils ont du mal à se mettre une note, c'est peut-être quand même la chose la plus facile à leur demander plutôt que de leur demander on a réfléchi à acquis, non acquis en cours d'acquisition, des choses comme ça. Mais c'est pareil, après, il faut définir ce que veut dire non acquis, ce que veut dire acquis, ce que veut dire en cours d'acquisition. Au moins, voilà, avec les notes, on a l'échelle. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des façons, mais c'est la façon classique et la façon qu'ils connaissent. Donc, c'est pour ça qu'au moins, dans un premier temps, on est resté sur les notes. En attendant de trouver. Ok, alors vous avez parlé à la fin de la présentation du contrat d'apprenance, point de suspension intelligent.
Et donc, moi, je voulais savoir jusqu'où vous imaginez l'intelligence de ce contrat d'apprenance et en particulier la personnalisation des apprentissages aujourd'hui à l'heure de la machine learning, à l'heure des analytics, de l'usage des analytics pour pouvoir ensuite orienter les étudiants vers leurs besoins. Jusqu'où vous pensez aller? Alors, c'est une très bonne question, puis c'est un point clé, évidemment. Ce que j'ai pas dit, c'est que à cette heure-ci, et je pense jusqu'au bout, il y aura toujours une validation par les enseignants référents. Rendre le contrat intelligent ne veut pas dire que l'enseignant disparaît du dispositif, hein. Ça nous semble très, très important qu'il y ait un contrôle de l'enseignant, même si le dispositif, avec de l'intelligence artificielle ou je ne sais quel mécanisme, on pourrait imaginer qu'il est très fiable, hein. Il y a toujours une validation par l'enseignant, donc ça, je pense que c'est un point important à souligner. Après, on veut le rendre intelligent et autonome autant que possible pour faciliter le travail du tuteur enseignant qui a potentiellement plusieurs élèves à suivre. Quand vous en avez un ou deux, c'est assez facile de le faire de façon empirique. Quand vous en avez beaucoup, disposer de tableaux de bord qui, d'un coup d'œil, vous permettent de détecter les progressions qui posent souci, parce qu'en général, l'intérêt, c'est d'identifier et de suivre plus spécifiquement les parcours qui posent souci, parce que ceux qui ne posent pas de soucis, en général, ils roulent tout seuls. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faciliter le travail du tuteur pédagogique, de l'aider, de lui faire gagner du temps, puisqu'on l'a dit, hein, le principal inconvénient dans l'usage du format d'aujourd'hui, c'est que c'est très chronophage, donc il faut vraiment des enseignants motivés et qui ont envie de consacrer du temps à ça, sinon ça ne fonctionne pas. Donc une des principales améliorations, ça serait de rendre automatique un certain nombre d'étapes pour gagner principalement du temps, et avec des bilans qui seraient renvoyés au niveau du tableau de bord et qui permettraient très rapidement à l'enseignant de valider ou de détecter un besoin de l'apprenant, hein. Ça peut être un besoin d'une discussion pour préciser le projet professionnel, pour l'adapter. Donc voilà, donc je ne sais pas trop mieux répondre à cette heure-ci. L'idée aussi est mais ça, la réflexion débute, c'est de proposer en automatique des parcours par rapport à l'objectif professionnel de l'apprenant, de lui dire, bah voilà, par rapport à cet objectif-là, il faut faire ces modules-là, et tant d'heures pour chaque module, un petit peu ce que Lou a présenté. Quand on met le métier dans le tableau Excel, on a des notes qui apparaissent. Donc si on est capable d'évaluer le niveau pour chaque type de compétence en fonction du métier, je pense qu'on serait capable en automatique de proposer des parcours de formation. Donc voilà, mais tout ça, on en est au début de cette partie-là. Toutes les idées seront bonnes à prendre, et voilà, mais toujours validation de l'enseignant, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui entendent parler du projet HEAL et qui disent voilà, vous voulez remplacer les enseignants, pas du tout, hein. Non, non, mais je crois que à l'heure de la pandémie, on a bien compris aujourd'hui que le numérique a toutes ses limites et tous ses intérêts, mais effectivement, une des limites, c'est bien bah, de ne pas, enfin, comment dire, on ne peut pas empêcher à la fois l'apprentissage dans la relation enseignant-apprenant, et d'autre part, il y a le besoin de validation, de la certification doit passer effectivement par une véritable évaluation, et ça reste le rôle principal, ça restera le rôle principal, à mon avis, de l'enseignement, c'est la validation des acquis. C'est sûr que personne ne peut remplacer l'enseignant pour ça. Ok, en tout cas, un grand merci. Donc, effectivement, ça donne envie de se dire comment l'enseignement, l'ensemble du réseau des membres d'Agrium va s'approprier ces travaux, parce qu'on voit bien que si ça passe dans le génie civil, ça peut passer chez les vétos, ça peut passer dans les autres domaines thématiques. Et donc, il y a un véritable enjeu
dans votre projet pour pouvoir créer une pédagogie 10.0, on va dire. Donc, en tout cas, je trouve que c'est un beau projet. Et donc, effectivement, si je pense que vous pourrez revenir d'ici 2 ou 3 ans pour nous présenter mince, je voulais mettre en partage et j'ai raté. Donc, pour présenter les prochaines avancées pédagogiques et puis technologique aussi, puisqu'effectivement, il y a une grosse part de technologie dans votre projet. Donc, je voulais vous remercier vivement, Lou et Lionel. Et bien, écoutez, vous êtes les derniers de cette saison. Donc, nous bouclons cette saison des lundis pédagogie d'Agrium. Et nous sommes en train de préparer, comme je disais tout à l'heure, une prochaine saison. Et donc, tous ceux qui ont envie d'y participer, n'hésitez pas. À bientôt, bonne semaine et puis bonnes vacances. Je pense que tout le monde en a besoin. À bientôt. Au revoir. Tout à fait. Au revoir à tous. Merci Merci beaucoup à Philippe. tous. Au revoir.